Cari amici di Visione TV, è con estremo piacere che vi presento l'ospite. Il est un plaisir pour nous que de vous présenter notre invité aujourd'hui, François Asselineau, président de UPR, Union populaire républicaine, un parti français qui veut désarticuler cette Union européenne. Merci François d'être avec nous. Merci beaucoup. Bienvenue avec l'UPR. Je suis là pour répondre à vos questions, pour répondre notamment, on peut me présenter au public italien. Et puis peut-être aussi, vous pourrez nous dire vous-même un peu qui vous êtes, puisque cette émission, nous la reprendrons sur notre chaîne de télévision de UPR TV en France, qui est la chaîne qui a le plus de vues de tous les partis politiques français, même si personnellement, je ne suis jamais invité dans les grands médias du système. Ecco, questo è un problema che abbiamo anche noi di Voilà, democrazia. c'est un problème que nous avons nous aussi. Les médias nous ignorent ou alors ils nous ridiculisent. Mais bon, tant pis. Alors, moi, je vais vous poser des questions comme journaliste, mais je suis aussi fondateur de Démocratie souveraine populaire. On comprendra un peu ensemble comment on pourrait travailler en synergie pour offrir une alternative aux citoyens italiens et français par rapport à l'échec de cette Europe. François, est-ce que vous pouvez vous présenter au public italien, c'est-à-dire pouvez-vous expliquer rapidement, brièvement votre expérience sur le plan politique et qu'est-ce que c'est que UPR? L'UPR, ce parti, je l'ai créé le 25 mars 2007, c'est-à-dire le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome, qui avait été signé le 25 mars 1957 pour lancer la construction européenne. Et le parti que j'ai donc créé ce jour-là, c'était évidemment une date symbolique, est un parti qui, pour la première fois en France, a appelé les Français à se rassembler au-dessus du clivage droite-gauche pour que les Français récupèrent leur souveraineté et leur indépendance. Donc notre programme essentiel, depuis le début, c'est de proposer aux Français de faire sortir la France de l'Union européenne, de la faire sortir de l'euro et de la faire sortir de l'OTAN, qui sont finalement les trois liens essentiels qui entravent notre souveraineté, notre indépendance nationale et qui, en fait, ridiculisent et ruinent l'idée même de démocratie, puisque tout est décidé désormais, soit à Bruxelles par la Commission européenne, soit à Francfort par la Banque centrale européenne, soit à Washington pour tout ce qui concerne la géopolitique et l'OTAN. Alors, j'insiste sur le fait que ce parti a été le premier à être créé en France, que je me suis heurté ensuite à d'innombrables handicaps, obstacles pour pouvoir passer dans les médias mainstream. Et plus nous avons monté, et plus ces handicaps se sont d'ailleurs aggravés au point que aujourd'hui, nous sommes quasiment totalement interdits d'antenne dans toutes les radios et toutes les télévisions. Et pourquoi cela? Parce que c'est un parti qui, d'emblée, s'est voulu un parti au-dessus du clivage droite-gauche. Et pour être au-dessus du clivage droite-gauche, il faut avoir un programme, des références culturelles, des analyses qui n'offusquent pas ni les gens très à droite, ni les gens très à gauche. Donc je me suis inspiré pour cela d'un précédent historique qui s'appelle le Conseil national de la résistance, et qui a eu lieu en 1943-1944, sous la présidence de Charles de Gaulle, qui était réfugié à Londres, comme vous le savez. Et donc, pour aboutir à ça, il nous a fallu bâtir un programme qui soit un programme de large rassemblement. Et d'ailleurs, ça marche, puisque nous avons des Français de toutes les origines qui viennent de partout, aussi bien des origines sociales que des origines ethniques. Nous avons beaucoup de Français qui sont d'origine immigrée, mais nous avons aussi des Français de droite, parfois des anciens d'extrême droite, de gauche ou d'extrême gauche, parce que nous essayons de rassembler les Français sur finalement leur plus grand dénominateur commun, comme on dit en mathématiques, c'est-à-dire normalement la souveraineté et l'indépendance nationale. Or, ceci est évidemment très dangereux pour le système oligarchique qui pilote la France, puisque si je tenais des propos extrémistes, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, si nous étions racistes, xénophobes, anticapitalistes, etc., etc.,
on nous montrerait en avant, on dirait, regardez, ce sont les extrêmes qui veulent sortir de l'Union européenne. Or, c'est un piège dans lequel nous nous sommes toujours refusés de tomber. Nous sommes un parti tout à fait serein, un parti de bon père de famille, comme on dit en français, et qui est d'autant plus redoutablement dangereux pour les tenants du système qui ne savent plus comment nous traiter. J'ajouterai un dernier point, c'est que si j'ai créé ce parti politique, c'est que je l'ai fait d'ailleurs assez tard dans ma vie, j'avais 49 ans. Je n'avais jamais envisagé d'être un homme politique. J'étais un haut fonctionnaire, j'avais fait le cursus honorum que l'on a en France avec l'ENA, qui est une école assez connue. J'avais été haut fonctionnaire, j'ai travaillé auprès d'un certain nombre de ministres. J'ai accompagné le président Mitterrand dans des voyages vers l'étranger, notamment en Corée, au Kazakhstan. J'ai accompagné le président Chirac dans d'autres voyages, notamment au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. Et donc, j'ai une très bonne connaissance des dossiers. J'étais un haut fonctionnaire émérite, comme on dit en français, c'est-à-dire n'ayant pas d'appartenance politique marquée. Mais l'intérêt, c'est que je connais les dossiers. Or, ça, c'est évidemment très dangereux aussi pour le système, parce que il est très difficile de contredire quelqu'un qui connaît les dossiers. Et donc, tout le travail depuis 16 ans et demi que j'ai fait, c'est d'analyser le contenu des traités européens, d'analyser comment on avait volé aux Français, mais d'ailleurs aussi aux autres peuples de l'Union européenne, à commencer par nos amis italiens, que je salue ici. Vous savez que les Français, globalement, ils aiment beaucoup l'Italie et les Italiens. Nous sommes les deux sœurs latines, mais ce qui est vrai en Italie, on le retrouve un peu partout, en Espagne, on le retrouve aussi d'ailleurs dans certains pays du Nord, et on le retrouvait au Royaume-Uni. Alors, moi, j'ai toujours veillé, depuis bientôt 17 ans, en fait, que j'ai créé ce parti, à expliquer les articles des traités, pourquoi on en était arrivé là, pourquoi l'euro est une monnaie plurinationale qui finira par exploser comme toutes les monnaies plurinationales, pourquoi nous sommes désormais, nous ne sommes plus la France de Gaulle, nous sommes devenus maintenant un appendice des États-Unis d'Amérique en matière géopolitique. Le monde entier ne reconnaît plus la France. Et donc, j'ai expliqué ceci de façon très, très minutieuse. Et donc, ce mélange de compétences dans l'analyse des dossiers, de refus de la politique spectacle, de volonté de rassembler au-dessus du clivage droite-gauche, de refus de tout extrémisme, rend le discours de l'UPR redoutable, convainc de plus en plus de gens, et c'est pour ça que nous sommes totalement interdits désormais des médias. Bien sûr, personne ne le dit jamais, mais c'est un fait, c'est un constat. Voilà. Et donc, nous ne pouvons nous développer que grâce à Internet, où ça marche d'ailleurs très bien, puisque j'ai fait des vidéos récemment qui dépassent 300 000, 500 000 vues, et j'ai même fait des vidéos qui ont dépassé 1 million de vues il n'y a pas longtemps, notamment sur la question ukrainienne. Notre record, je crois, c'est 1 400 000 vues, rien que sur YouTube, sans compter les autres plateformes. Con la battaglia politica che stiamo conducendo noi, democrazia. Avec la bataille politique que nous menons, démocratie souveraine populaire, l'effort culturel qu'il faut pour trouver des nouvelles synthèses politiques est également décisif pour ne pas tomber dans le piège du système dans lequel nous sommes en Italie. Quand nous pensons à la politique française, dont les Italiens sont convaincus que ceux qui veulent remettre en cause le système sont Marine Le Pen à droite et Mélenchon à gauche, mais ni l'un ni l'autre ne veut vraiment, n'a la force vraiment de remettre en question cette Europe. Alors oui, je suis totalement d'accord avec vous. Comme je le disais tout à l'heure, moi j'étais un haut fonctionnaire, je n'avais pas vocation à créer un parti politique. Je ne suis pas d'une famille politique, je suis un Français sorti du peuple français. Pourquoi est-ce que j'ai créé un parti politique? Ça n'est pas par vanité personnelle, parce que j'avais une carrière de très haut fonctionnaire, j'étais très satisfait. Si j'ai créé un parti politique, c'est parce que j'ai découvert deux, trois choses fondamentales qui s'appliquent en France, mais qui, je pense, s'appliquent aussi très bien en Italie et ailleurs. La première chose fondamentale, c'est que j'ai découvert à quel point, en fait, nos dirigeants ne dirigent plus rien. Voilà. C'était déjà vrai sous Chirac, alors c'est devenu encore plus vrai maintenant sous Macron. C'est-à-dire qu'ils sont ligotés par toute une série de traités supranationaux, à commencer par les traités européens qui
en fait descendre dans le détail. Dans le traité européen, il y a des politiques qui sont inscrites. Ce sont des politiques ultralibérales, ce sont des politiques en matière monétaire, en matière diplomatique, etc. On est assujetti, par exemple, à l'OTAN. Et moi, j'ai découvert ça. C'est-à-dire qu'il y a un gouffre énorme entre ce que les Français pensent que leurs dirigeants ont comme pouvoir et la réalité, en fait. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai découverte, c'est que le système que nous subissons en France, comme en Italie, comme en Grèce, comme ailleurs, est un système très malin, très intelligent. C'est-à-dire qu'il promeut au pouvoir des gens qui ont fait allégeance, en fait, aux États-Unis d'Amérique et à ce système supranational, mais il promeut également des opposants factices, c'est-à-dire des opposants très virulents qui s'en prennent à la politique du gouvernement, qui, le cas échéant, s'en prennent un petit peu à l'Europe, mais toujours uniquement, en fait, au moment des élections européennes, pas entre les deux. Et puis, ces opposants les refusent de sortir de l'Union européenne. Et depuis 1957, c'est-à-dire depuis quand même bientôt 67 ans, nous avons des dirigeants, des opposants en France, qui ressassent régulièrement un projet qui est celui de bâtir une autre Europe. Voilà. C'est-à-dire qu'ils nous disent toujours, oui, ça ne va pas, mais on va changer ça, on va faire une Europe des travailleurs, on va faire une Europe favorable aux services publics, on va faire une Europe pour la santé, on va faire une Europe pour la relance, on va faire une Europe qui protège des flux migratoires, on va faire, etc., etc. Et ça, ces opposants-là sont promus par le système. Puisqu'on ne peut pas, quand même, dans un pays comme l'Italie, comme la France, comme l'Espagne, etc., on ne peut pas avoir un pays où il n'y aurait plus d'opposition apparente. Donc, il faut qu'il y ait une opposition apparente. Et j'ai créé donc ce parti politique lorsque j'ai compris que la véritable opposition n'existait pas. La véritable opposition, c'était celle qui voulait rendre aux Français leur souveraineté, leur indépendance, et ceci passait nécessairement par la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors, quand on a cette clé de lecture, on comprend tout ce qui se passe. On comprend, par exemple, lorsque Tsipras était arrivé au pouvoir en Grèce en 2016, moi j'avais tout de suite analysé que, en fait, il ne se passerait rien et que les électeurs de gauche ou d'extrême gauche grecs seraient extraordinairement déçus. Et dans le parti politique que j'ai créé, comme je le disais tout à l'heure, nous avons des gens de gauche qui, au début, quand j'ai dit ça, n'étaient pas contents, en me reprochant d'avoir du parti pris, en me disant attendez, on va voir ce qui va se passer. Ben, on a vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Tsipras est passé sous les fourches caudines de la Troïka, la Banque centrale européenne, la Commission européenne et le Fonds monétaire international. En fait, il a privatisé à tout va, il a divisé les retraites par deux, il a multiplié par deux le nombre de suicides de retraités. Enfin, c'est tout sauf une politique d'extrême gauche. Alors après, la même chose s'est produite. Alors, il y a eu Sebastian Kurz en Autriche. La même chose s'est produite en Italie. Il y a quelques années avec la coalition avec M. Salvini, et puis récemment avec Mme Meloni. Et l'année dernière en France, on nous a raconté un narratif dans les médias français, c'est que Mme Meloni, c'était l'extrême droite, elle descendait de Mussolini en ligne directe. Il y avait même le journal communiste français, l'Humanité, qui disait les fascistes sont au bord du pouvoir à Rome. Donc on essayait d'inquiéter les Français. Et lorsqu'elle a été élue, eh bien, il y a eu une espèce de sketch, en fait, c'est de la commedia dell'arte. C'est-à-dire que en France, à droite et à l'extrême droite, vous avez eu Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, qui se sont félicités chaudement en disant voilà, enfin Madame Meloni arrive au pouvoir, on va avoir enfin une autre Europe. Et puis vous avez à gauche les partis de gauche socialistes, communistes, qui ont poussé des cris d'horreur. Et le seul qui n'a pas marché dans la combine, c'est moi. Parce que moi, j'ai dit, mais en fait, Mme Meloni, ça ne changera pas grand-chose en réalité. Elle ne pourra rien faire contre l'immigration. Elle sera sous les fourches caudines de la Banque centrale européenne.
elle va s'appliquer la politique étrangère décidée par les États-Unis. Pourquoi? Ben parce que j'étais allé me renseigner, j'avais vu le programme de Madame Meloni, et qu'est-ce que j'avais vu? Dans le premier paragraphe, c'est qu'elle faisait une alliance avec M. Berlusconi et avec M. Salvini de la Lega. Mais dans le premier paragraphe de cette alliance, il était bien précisé que l'Italie, membre fondateur de la construction européenne, resterait dans l'Union européenne, que l'Italie resterait dans l'euro, que l'Italie resterait dans l'OTAN, que l'Italie soutenait l'Ukraine contre la Russie. Puis voilà, c'était tout. Donc elle avait donné ces quelques éléments essentiels pour arriver au pouvoir dans un pays de l'Ouest européen. Alors accessoirement, comme l'Italie ressemble beaucoup à la France, en tout cas dans le traitement médiatique ou politique, j'avais noté que Mme Meloni, je crois, fait partie de l'Italian American Foundation, qui, nous avons la même chose, on a une French American Foundation, qui a été créée à Washington et qui sélectionne les élites du futur en matière politique, journalistique, médiatique, etc. Les gens qui, dans les médias tenus par le système, vont être promus au cours des prochaines années. Donc on sait, par exemple, en France, on sait qu'il y a un certain nombre de responsables politiques, notamment je pense à Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, qui a fait la French American Foundation. Il y en a d'autres, il y a le ministre des Transports Clément Beaune, etc. Et on sait, d'ores et déjà, on voit les médias en France qui essayent de formater l'opinion publique française en leur disant voilà, que le prochain président, ça pourrait bien être M. Édouard Philippe, etc. Donc la même chose se produit en fait en Italie. C'est pour ça, si vous me le permettez, que je me réjouis des questions que vous me posez et de cette rencontre avec votre parti politique, puisque je crois que vous êtes exactement, non seulement dans la même situation que nous, mais que vous faites exactement le même type d'analyse. Et je crois que c'est important qu'au niveau transeuropéen, on ait des partis politiques qui disent la même chose à leurs populations respectives pour faire monter la conscience des électeurs. Bien entendu, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant, nous sommes un parti, nous voulons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais nous ne voulons évidemment pas fermer les frontières. La France a depuis Vercingétorix, depuis la guerre des Gaules, la France a été ouverte à toutes les échanges de personnes, d'idées, de commerce, etc. Donc il est bien évident que quand on dit qu'on veut sortir de l'Union européenne, ça n'est pas par xénophobie. Au contraire, nous voulons arrêter de donner des leçons de morale à la planète entière. Nous voulons arrêter de faire partie de l'État profond américain qui est de plus en plus agressif vis-à-vis du monde. Nous voulons la paix mondiale et la paix mondiale passe par une réévaluation de notre place dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Nous voulons, nous, en sortir pour renouer avec la politique que De Gaulle avait parfaitement comprise et mise en œuvre dans les années 60, qui était justement une France libre, souveraine et indépendante, et qui, par exemple, avait lancé la politique de détente avec l'Union soviétique. De Gaulle avait été le premier à reconnaître le régime de Mao, la République populaire de Chine, en 1964, à la grande fureur des Américains. De Gaulle avait fermé les bases militaires américaines en France qui avaient été instaurées sous la 4e République après 1945 à la grande fureur des Américains. De Gaulle avait demandé le respect par les États-Unis de l'étalon de change or, etc., etc. Donc toute la présidence de Charles de Gaulle dans les années 60 avait fini par devenir très, très critique et même, on peut dire, très hostile aux États-Unis, non pas parce que De Gaulle était particulièrement anti-américain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait bien été allié des États-Unis et du Royaume-Uni et de l'Union soviétique contre l'Allemagne hitler, mais parce que De Gaulle était l'une de nos grandes figures de l'histoire nationale qui se bat pour, tout simplement, que les Français aient leur souveraineté, leur indépendance nationale. Et ça passe nécessairement par la sortie de ces qui limitent en fait toute notre souveraineté. Bene, è chiarissimo Très bien, vous avez été très clair et l'analyse que vous avez faite est très, très claire. Et il y a des passages qui concernent l'Italie, qui pendant les années 60 et 70 avait le courage, avec Aldo Moro et Enrico Mattei, de défendre les intérêts nationaux. Ensuite, probablement, comme l'Italie est un pays occupé
Nous avons plus de bases militaires par rapport à la France. Nous avons plusieurs bases militaires américaines en Italie. Il est vrai que Moro et Mattei sont morts. Alors, c'est intéressant quand vous parlez de créer une solidarité transeuropéenne autour de ces valeurs. Voilà, nous sommes tout à fait convaincus, moi je parle comme fondateur de démocratie souveraine et populaire, de la nécessité de faire ce passage. Est-ce que le moment est venu pour commencer une bataille commune, même en vue des élections européennes de l'année prochaine? Alors, je pense que oui, parce que nous sommes dans une situation, comme vous-même, je le suppose, où nous développons beaucoup, je l'ai dit, sur Internet, mais pas du tout, on est interdit des grands médias, des grandes chaînes de télévision et de radio, et des journaux également, qui sont tenus d'ailleurs en France, ça doit être la même chose en Italie, mais qui sont tenus par une poignée de milliardaires. C'est assez extraordinaire de voir que la quasi-totalité des grands médias français sont tenus par 5 à 6 milliardaires, plus certains médias sont nationalisés, donc sont des médias d'État, mais donc sont en fait sous la tutelle de Macron, qui lui-même a été élu grâce au soutien des milliardaires. Donc la conséquence de cela, c'est que il y a beaucoup de Français qui ne sont pas encore sur Internet, même si d'année en année, il y a un basculement de plus en plus marqué vers l'information sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas encore majoritaire, et en particulier les personnes âgées sont encore très souvent à la campagne, aux zones rurales, n'écoutent en fait que les grands médias. Donc ces personnes âgées, d'abord, ne nous connaissent pas, nous connaissent uniquement lorsque j'ai pu être candidat en 2017 à l'élection présidentielle, mais dans des conditions d'injustice et d'inéquité dans l'accès aux médias qui sont indignes, en fait, d'un pays qui se prétend une démocratie et qui se prétend le pays des droits de l'homme. Mais beaucoup de Français encore ne connaissent pas bien nos analyses et sont sensibles à ce qu'ils entendent toute la journée. Donc toute la journée, on leur explique que sortir de l'Union européenne, ça serait la catastrophe, ça serait un désastre, on va se couper du reste du monde, ça serait, etc., etc. Et donc, il nous faut, en plus de ça, essayer de montrer que ça n'est pas exact, qu'il y a, si vous me permettez cette formule, il y a une vie après l'Union européenne. Voilà. D'ailleurs, on l'a vu avec le Brexit au Royaume-Uni. On a des médias qui nous expliquent que c'est absolument catastrophique, le Royaume-Uni. Ce que nous disons, s'agissant du Brexit au Royaume-Uni, c'est que c'est une décision partielle, puisque le Royaume-Uni, d'abord, n'était pas dans l'euro. Donc, ça n'a pas, de ce point de vue-là, ça n'allait pas changer grand-chose. Mais le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, mais il n'est pas sorti de l'OTAN. On pourrait même dire que c'est un des membres essentiels de l'OTAN. Et Boris Johnson a joué un rôle absolument désastreux et nocif en Ukraine, puisqu'il a été l'une des chevilles ouvrières de l'État profond américain pour empêcher le projet d'accord de cessez-le-feu qui avait eu lieu aux alentours du mois d'avril-mai 2022 entre la Russie et l'Ukraine. Donc le Royaume-Uni est membre de l'OTAN et participe aux sanctions contre la Russie et donc aux sanctions économiques qui, en fait, frappent les économies d'Europe occidentale. Mais même malgré cela, les Français, on leur avait expliqué que si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, quasiment le Royaume-Uni n'existerait plus. On nous avait expliqué qu'il y aurait des centaines de milliers de réfugiés qui viendraient en France, que le niveau de vie s'effondrerait, qu'ils seraient coupés du reste du monde, que l'inflation exploserait, le chômage exploserait. En réalité, aujourd'hui, quand on regarde les grandes données macroéconomiques, elles sont systématiquement meilleures que la France. Voilà. Elles ne sont pas extraordinaires, mais le taux de chômage est inférieur à la France, l'endettement public est nettement inférieur à la France, le solde de la balance des paiements courants est meilleur que la France, le taux de croissance est meilleur que la France. Donc voilà. Alors, ce qui nous importe, et c'est là où je réponds à la question, c'est que il faut montrer que nous avons des amis, voilà, que nous avons des amis à la fois dans l'Union européenne et en dehors de l'Union européenne. Moi, je ne fais pas de distinguo, même si personnellement, je le disais tout à l'heure, personnellement, j'aime beaucoup l'Italie, j'aime beaucoup votre pays que j'ai beaucoup visité dans tous les sens.
du nord au sud. Donc on a certainement des affinités particulières entre la France et l'Italie, plus que peut-être entre la France et les pays baltes, que les Français ne connaissent pas bien et qui ne sont pas dans notre zone géoculturelle traditionnelle. Mais on doit avoir des bonnes relations avec l'ensemble des pays du monde. Et tout ce qui pourra montrer que sur un projet comme la sortie de l'Union européenne, nous ne sommes pas seuls, eh bien, sera apprécié du public français. Et puis les Français, ils se diront, bah tiens, bah, en fait, il n'y a pas que l'UPR en France, il y a aussi votre parti en Italie, il y a aussi tel ou tel parti en Grèce ou en République tchèque ou en Pologne, etc. Donc l'idée d'avoir ce réseau est une bonne chose. Là où il faut faire attention, c'est qu'il faut, à mon avis en tout cas, choisir des vrais opposants et pas les faux opposants. Je vois par exemple que ces jours-ci, je crois que c'était hier ou avant-hier, il y avait M. Bardella, qui est le président du Rassemblement national, qui a montré patte blanche pour tout. Il est exactement comme le souhaite l'oligarchie. Donc il est présenté dans les médias français comme d'extrême droite. Et il s'est rendu, j'ai vu en Italie, à l'invitation de M. Salvini, je crois que c'était ce week-end. Et alors aussitôt, les médias français expliquent que c'était un rassemblement de l'extrême Sì, a droite. Firenze da Salvini è stato. Voilà, c'est ça. Et on explique dans le journal Le Monde que c'était la réunion des transphobes, de la woke culture, etc. Tout ça, c'est la présentation, c'est le narratif, comme on dit, totalement mensonger que l'on fait pour faire peur, en fait, aux Français, mais aussi pour attirer une grande partie de l'opinion publique qui veut en découdre avec le pouvoir et qui se dit, bah, tiens, nous, on va voter pour Bardella. Les Français, on veut leur faire croire que le Rassemblement national ou que Mélenchon à l'extrême gauche sont des opposants importants. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps mis en avant. Mais ce qui est l'opposant le plus ferme, le plus déterminé, le plus résolu, et celui qui peut apporter la bonne solution, eh bien, les médias des milliardaires le cachent, ce qui est assez logique d'ailleurs. Et c'est pareil pour les sondages, puisque nous avons également une véritable manipulation sondagière. Nous, on le voit, excusez-moi, je vais peut-être entrer dans un détail, mais on a plusieurs de nos sympathisants à travers la France qui nous ont attiré notre attention. Ils ont reçu des appels téléphoniques de tel ou tel institut de sondage qui leur ont demandé, par exemple, pour les élections européennes, quels avaient été leurs votes il y a 5 ans. Donc, nos adhérents ou nos sympathisants disent ben, ils avaient voté pour Asselineau, c'est moi, et l'UPR. Donc, l'Institut de sondage le prend en note. Et après, ils demandent, et en 2024, pour qui allez-vous voter? Et donc, nos adhérents, nos sympathisants disent ben, je vais revoter pour UPR et Asselineau. Et à ce moment-là, l'Institut de sondage dit oui, mais malheureusement, je n'ai pas ça dans ma liste. Donc, il faut que vous choisissiez autre chose. Incroyable. C'est-à-dire que c'est une invisibilisation à la fois dans les médias et dans les sondages. Et donc, que les gens qui ne savent que nos adhérents, on leur dit, il faut que vous décidiez, vous allez voter pour le Rassemblement national, ou bien pour Zemmour, ou bien pour dans les autres partis. Il s'agit de nous invisibiliser. Le jeu joué par les instituts de sondage est absolument délétère. C'est ce que les Américains ont théorisé sous le terme de self-fulfilling prophecy, la prophétie autoréalisatrice. Moi, je me déplace à travers la France, je fais des salles combles, mais beaucoup de gens qui viennent me voir me disent « Ah, écoutez, monsieur Asselineau, j'aimerais voter pour vous, mais vous n'allez pas y arriver. Regardez les sondages. » Je leur dis « Mais ne vous laissez pas influencer par les sondages. » On en est là en France. Hein. Je pense que c'est à peu près pareil en Italie. Sì, sì, hai ragione in pieno. Oui, vous avez raison. Oui, oui. Vous avez présenté un scénario qui est le même en Italie. Hein. C'est tout à fait la même chose en Italie comme ailleurs, parce que la direction est supranationale. Et ensuite, cette stratégie supranationale est exécutée dans les différents pays d'une façon identique. Oui, il est évident qu'il s'agit d'une stratégie générale imposée dans chaque pays. Je trouve que votre analyse est très détaillée. En Italie, nous avons des faux opposants, le mouvement 5 étoiles, les Salvini.
représente ce qu'en France, ce sont Mélenchon et Marine Le Pen, c'est-à-dire des faux opposants qui sont présentés comme des extrémistes pour catalyser le manque de satisfaction. Oui, ça se passe exactement la même chose. Salvini était au gouvernement avec M. Draghi, l'expression de l'élite globaliste. Donc, vous voyez le court-circuit. On ne peut pas ne pas les observer. Donc, oui, votre analyse est très détaillée et nous la partageons tout à fait. Et j'apprécie beaucoup ce que vous avez dit. Et maintenant, nous avons encore une dizaine de minutes, un peu moins de 10 minutes. Je vous demanderai si vous voulez renverser les rôles. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui voulez poser une question à moi comme fondateur d'une force politique qui est un peu dans la même ligne de UPR? Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. D'abord, la première, c'est de savoir si vous êtes effectivement disposé à ce que la rencontre que nous avons aujourd'hui aille plus loin dans les semaines, les mois qui viennent. On pourrait éventuellement faire des meetings communs, enfin avoir un représentant. Moi, je pourrais venir à l'un de vos meetings et réciproquement. Ça permettrait de montrer aux Italiens et aux Français respectivement que nous ne sommes pas seuls, que d'autres pays sont dans la même situation. Donc ça, est-ce que vous êtes disposé à cela? La deuxième chose aussi, c'est que je voulais savoir si vous êtes confronté aussi à un problème que nous avons, qui est la pulvérisation de l'opposition. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai créé ce parti politique en 2007, il y a donc bientôt 17 ans. Pendant 10 ans, nous étions tout seuls sur ce créneau, comme on dirait en marketing, c'est-à-dire sur la sortie de l'Union européenne. Et puis, comme les évolutions confirment les analyses que je fais, on a vu de plus en plus de gens qui ont créé des groupuscules pour essayer de reprendre en fait 98% de nos analyses. Et dans un certain nombre de cas, certains de ces petits groupuscules sont comme par miracle promus dans les médias parce qu'on s'aperçoit qu'au bout du compte, ils appartiennent à des coteries, à des camarillas. Quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que finalement, ils ne sont pas tout à fait pour la sortie de l'UE, etc., etc. Donc, on a vraiment une espèce alors, c'est typiquement français, et peut-être un petit peu italien aussi. Nous avons traditionnellement en France le génie, le mauvais génie de la division. Les Français, ce sont les Gaulois, les querelleurs, c'est connu, mais c'est quelque chose qui est un handicap réel. Alors, je ne sais pas si la même chose se produit chez vous, et j'insiste sur le fait que les élections européennes sont à cet égard quelque chose d'important parce que nous avons fait, en 2019, on avait fait 1,2% au niveau national, c'est-à-dire il y a 5 ans, avec des scores très importants, enfin plus importants, pas très importants, mais plus importants dans certains pays, des départements d'outre-mer, l'île de la Réunion qui est française, qui est dans l'océan Indien, ou la Nouvelle-Calédonie qui est dans l'océan Pacifique. Pourquoi? Parce que quand j'étais allé sur place, j'avais eu accès aux médias. Voilà. Dans les départements et territoires d'outre-mer français, on a plus facilement accès. Donc, dans ces territoires, on avait fait 2,8%. Depuis lors, au cours des 5 ans qui se sont écoulés, eh bien, tous les grands narratifs de pro-européens se sont effondrés. Les Français, on comprenne que l'Europe, ça n'est plus la paix, que l'Europe, ça n'est plus la sécurité, que l'Europe, ça n'est plus l'état de droit, que l'Europe, ça n'est plus le niveau de vie. Donc, il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à se ressaisir et donc qui envisagent de voter. Nous espérons évidemment faire un bond. Et si on dépasse 5% en France, puisque le seuil en France est à 5%, nous aurons des députés européens. Et donc, il y a des tentatives que nous observons actuellement des grands médias, non seulement de nous invisibiliser dans les sondages ou dans les médias, mais aussi de promouvoir des listes. Là, il y a beaucoup de questions en ce moment d'une liste des terroirs, des territoires, des gens qui essayent de mobiliser la paysannerie. Mais quand vous grattez, vous vous apercevez qu'en fait, ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Alors la question, c'était... c'est ma première question, c'était est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on essaye de faire un petit chemin commun, notamment pendant cette campagne? Et la deuxième question, est-ce que vous êtes vous aussi confronté à ces stratégies qui consistent en fait à brouiller le message originel qui est le nôtre et qui est le vôtre?
Sì, io rispondo con grande piacere a Oui, queste domande. je répondrai à cette question. Alors, la première réponse est oui, tout à fait. Nous commençons aujourd'hui un chemin, un dialogue sur la base des valeurs communes qui nous réunissent. Je suis très, très heureux d'avoir commencé ce dialogue avec vous, qui est très, très important pour montrer qu'il existe une solidarité transeuropéenne autour des valeurs partagées. Les 27 et 28 janvier, nous aurons notre congrès. Je serai très, très contente de vous recevoir, de vous inviter, de vous recevoir, de vous accueillir pour venir participer à nos débats. Voilà pour ce qui est de la première question. Ensuite, quand vous dites, quand vous parlez des manœuvres du système pour empêcher la croissance, notre croissance, la croissance d'opinion contre l'Union européenne, eh bien, oui, hein, ici, on utilise les mêmes techniques. En Italie, on crée des faux opposants. Mais ici, on fait quelque chose en plus, c'est-à-dire on bâtit, on construit des mouvements antipolitiques purs qui prêchent une révolution des consciences, mais qui ne deviennent pas une force politique. Donc, nous aussi, nous subissons des opérations d'anti-politique visant à démoniser tous ceux qui s'engagent politiquement. Voilà, c'est un problème important en Italie. Et je crois que c'est une stratégie utilisée par le système pour combattre des projets comme le nôtre. Voilà mon impression. Alors, je réponds à vos deux propos. Donc, oui, je viendrai. Où est-ce que ça se situe, votre congrès, le 27 janvier? 7 gennaio? Ce sera à Rome, Hôtel El Gife, un hôtel très connu. Dans la cité éternelle. Donc, je vous donne mon accord aujourd'hui, là, devant votre public. Donc, je viendrai, puisque vous m'y invitez aimablement, je viendrai porter la parole d'un témoignage de notre mouvement politique. Je pense que c'est une excellente chose. Sur le deuxième point, ben, là aussi, je suis d'accord avec vous. Nous avons un peu les mêmes choses. On a en effet régulièrement des partis. Il y avait un parti qui s'était créé, c'était le parti du vote blanc, qui incitait les gens à voter blanc, les gens qui étaient mécontents, et on leur disait, voilà, c'est qu'il faut reconnaître le vote blanc comme un vote de plein exercice. Vous avez régulièrement aussi des gens, des révolutionnaires, qui appellent à l'abstention. Mais si vous y réfléchissez bien, ben, si vous allez voter blanc, si vous vous abstenez, en fait, vous faites le jeu du système, bien sûr. C'est ça le truc. Donc, ben, la même chose, voilà, ce sont des ruses qui sont utilisées en Italie comme en France. Ce qui est difficile, c'est effectivement de lutter contre l'ensemble de ces ruses qui sont orchestrées avec le plein soutien des médias, d'où l'utilité que l'on se rencontre et d'où l'utilité, si je l'espère, du témoignage que j'apporterai pour mobiliser vos troupes. Vous me permettrez peut-être aussi de vous inviter en retour, parce que pendant la campagne pour les européennes, certainement qu'au mois sans doute au mois d'avril ou du mois de mai, nous ferons une grande réunion publique à Paris, et peut-être que vous voudrez bien venir à votre tour à Paris pour apporter le témoignage et le soutien de ce début d'alliance que nous commençons à avoir transalpine, qui correspond souvent à des bons moments de l'histoire de France et de l'Italie. Accetto fin da subito Oui, l'invito. très bien, j'accepte d'ores et déjà votre invitation. Donc, ensemble, unis pour cette grande bataille historique, au nom de la vérité, au nom de l'intérêt populaire, contre ce système hypocrite qui fait semblant de sauvegarder les valeurs de liberté alors qu'il les efface de tous les points de vue, militaire, information, économique, identité nationale, respect de la souveraineté populaire. Donc, merci beaucoup. Ça a été vraiment une chance que de vous rencontrer. Et je suis sûre qu'on pourra faire un long chemin ensemble. Merci encore une fois, François. Grazie mille. Merci beaucoup. Ciao, a presto.
Ciao. Bene, cari amici di Visione TV, Chers amis de Vision TV, je suis vraiment très heureux et fier de vous avoir offert cette interview du président de l'UPR, François Asselineau, qui est un homme qui mène les mêmes combats que nous menons en Italie. Nous avons besoin de solidarité européenne, parce que notre intérêt est de redonner liberté à chaque peuple opprimé, aujourd'hui par cette dictature technocratique, pour lequel la bataille que nous menons sera menée par François Asselineau en France. Peut-être par Sarah Wagenknecht en Allemagne ou par d'autres représentants, disons de la politique européenne qui, comme nous sommes arrivés aux mêmes conclusions. Bref, c'est le moment de s'engager, c'est maintenant. Et je suis vraiment heureux d'avoir trouvé une telle solidarité avec François Asselineau. Insomma, il momento per impegnarsi è adesso e io sono davvero contento di avere trovato, diciamo, una solidarietà così piena con François Asselineau.